Personne ne va parler de Mad Max, tout va bien. On sait jamais. On peut toujours retomber sur Mad Max. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma, toujours partagé entre ses après-midi à la plage et ses nuits à compulser le meilleur de sa vidéothèque en perpétuelle expansion. Nouvelle étape de notre voyage estival avec la filmographie de William Friedkin. Un seul titre pour tout résumer, L'Exorciste et ses générations d'enfants, d'ados et d'adultes traumatisés à vie par une gamine qui crache du verre. Alors certes, on va s'y attarder, mais nous prendrons également le temps de parler de Police Fédérale Los Angeles et qui sait, peut-être aussi de The French Connection, de Sorcerer, de Killer Joe ou de Cruising. Et pour parler de tout ça, trois prêtres de la mort implorant la guerre. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Lélo Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Et Yannick Dahan, bonjour Yannick. Salut. Et allez, Nos Ciné spécial William Friedkin, c'est le 3e numéro de notre vidéo club de l'été et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. On a beau être empreint du plus grand professionnalisme, il y a des limites que tout humain finit par atteindre. Par exemple, la simple idée de revoir L'Exorciste de William Friedkin m'a bien tenu éveillé ces derniers jours, au point que je n'ai même pas réussi à passer les 10 premières minutes. Ce film me terrorise et je sais que je ne suis pas le seul, qu'à la simple évocation de ce monument du cinéma d'horreur et du cinéma tout court, bon nombre d'entre vous vont ressentir un petit frisson d'effroi. Alors pour ceux qui viennent de passer les 42 dernières années dans une cave où il n'y a pas internet, petit rappel, le film sort en 1973, nous raconte la possession par le démon, puis l'exorcisme par un duo composé de Jason Miller et de Max von Sydow, de l'adolescente Regan McNeil jouée par Linda Blair. The power of Christ compels you! The power of... Sia voi urazumemos. Napasto cravatus. You're not my mother! Rien que cette petite musique, je sens que je vais avoir du mal à dormir ce soir. Ce film est absolument terrifiant, n'est-ce pas Arnaud ? Terrifiant, ouais. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est un véritable ovni dans l'histoire du cinéma, oui. L'Exorciste. Il faut savoir, on a peut-être oublié ça, mais c'est un succès, c'est un carton atomique à l'époque, quoi. L'équivalent d'un Spider-Man à l'heure actuelle, quoi. Je crois que c'est un des films qui a rapporté le plus. En termes de box-office. Il est considéré aujourd'hui encore comme le réel plus gros succès de la boîte de prod. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. C'est l'équivalent d'un Spider-Man à l'heure actuelle au box-office, donc c'est dire. Mais par contre, vu ce que ça raconte, c'est là où c'est un ovni, quoi, parce que c'est quand même... pendant 2 heures, l'avilissement physique et moral d'une gamine de 12 ans, quoi, devant nos propres yeux, quoi. Il y a des scènes terribles, hein, on va pas toutes les reciter, mais par exemple... Parce qu'après, je dors plus après. La scène où elle se masturbe avec le crucifix jusqu'au sang. Absolument épouvantable. Enfin, voilà. Et c'est vrai que Friedkin, quand j'avais rencontré, il m'avait dit, je pense... Georges Glisse au passage que j'ai rencontré William Friedkin. Genre, simplement. Ouais, écoute, c'est mon boulot. Hein. Mais non, mais il m'avait dit que, et je pense que c'est assez vrai, quoi, que c'est un film qui... Ça ne pourrait plus être un succès comme ça aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il sortirait aujourd'hui un film comme ça ? Déjà, ça serait très difficile à faire parce que c'est quand même un film de studio, il faut le dire, dans le cadre des studios, de montrer de telles choses dans un film de studio. Et puis il me disait, l'époque a changé, les films d'horreur ne sont plus les mêmes, on fait des films d'horreur beaucoup pour les ados maintenant. Et puis il me disait aussi, ça aussi je pense c'est vrai, moi je connais pas mal de jeunes qui ne réagissent pas à l'exorcisme, quoi, comme nous, quoi, comme notre génération, c'est-à-dire qui s'ennuient devant le film. Et Friedkin en est conscient de ça, apparemment. Et il disait que l'image de la religion dans la société occidentale sécularisée actuelle, quoi, n'est plus la même. Le prêtre n'a plus la même image, quoi, d'autorité, et que donc ça ne fonctionne plus auprès de beaucoup de gens, quoi. Donc je pense que c'est un film formidable, mais qui peu à peu va être appelé à rester le film d'une époque, quoi. Jimmy, toi qui as été élevé justement dans la religion catholique. Exactement. Non, mais je voulais revenir sur un truc que disait Arnaud, c'est qu'en fait, il y a un truc que moi j'adore, c'est quasiment tous les films de Friedkin que tu retrouves, c'est qu'il traite vraiment très mal ses personnages. Enfin, il leur fait vraiment traverser des trucs horribles. Mais c'est comédien aussi. Hein. Oui. mais voilà, on sent vraiment qu'il va vraiment chercher cette espèce. C'est pour ça que L'Exorciste reste à la fois un gros succès, mais en plus un de ses films les plus représentatifs, parce qu'il va vraiment chercher techniquement le mal dans ses persos, et là, il est vraiment présent dans le scénar, quoi. Donc après moi je suis peut-être plus sur d'autres films de lui, mais L'Exorciste ça reste un assez gros classique, et en plus il y a un truc qui se crée, je sais pas, moi en plus j'ai lu le roman aussi qui est hyper adapté très fidèlement en fait, hein. Il n'a pas changé grand chose, mais il y a un truc au niveau je sais pas, il y a un affect qui se crée avec les persos qui est vachement présent dans le livre et qu'il a réussi à rendre aussi, donc il les traite mal, mais il nous les fait aimer aussi, quoi. Yannick. Ouais,
C'est des histoires de bascule chez Friedkin. C'est un mec qui a une vision extrêmement dark, mais j'ai pas envie de dire de l'humanité, qui a une version de l'être humain. Qui a une version dark de la société dans laquelle il évolue et à travers laquelle il va plutôt questionner l'être humain, mais dans son sens, la condition humaine, si tu préfères. Et c'est effectivement systématiquement des histoires de persos qui sont dans la folie, qui sont dans la violence, qui sont complètement aliénés. C'est systématiquement assez nihiliste. Au final, L'Exorciste, c'est plus pour moi qu'un classique. C'est une putain de pierre dans l'histoire du cinoche. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'aujourd'hui on fait des films pour ados, toute cette notion d'hyper-réalisme qui est créée et qu'on ne comprend pas d'ailleurs en termes de mise en scène des jeunes cinéastes aujourd'hui, ils la reprennent presque littéralement, c'est-à-dire cette idée de créer l'extraordinaire dans l'ordinaire, ce qui est un grand classique, mais là c'est quand même, faut pas oublier que c'est un bonhomme qui vient de la télé, qui vient du reportage, qui est un taré mental, c'est-à-dire il faisait des reportages pour aller se friter dans les trucs les plus dangereux qui pouvaient exister. Il suivait des sports extrêmes, le rapport à la mort qu'a Friedkin à la mort, il est ultra viscéral, quoi. Et du coup, tout ce qu'il a emmagasiné, toute cette capacité à voir la puissance que pouvait avoir le réel ou le simili-réel associé à du découpage cinématographique, il a mené ça sur L'Exorciste, qui à la fois a tous les codes du documentaire, et en même temps, il est ciselé en termes de montage, c'est hallucinant. C'est quelque chose qu'il a fait de la même manière dans Le Convoi de la peur, qu'il l'a fait d'une certaine manière dans French Connection, beaucoup moins par la suite. Il est plus, mais par la suite, parce que tout simplement, Le Convoi de la peur, Cruising ont été des tels bides cosmiques. C'était des énormes échecs. Voilà, il a eu énormément de mal à s'en relever. C'est d'ailleurs presque miraculeux qu'on puisse lui laisser faire en police fédérale de Los Angeles, combien même tu sentais le projet genre je vais vous faire 2 flics à Miami à Los Angeles, mais en fait je te le nique de l'intérieur, et que les gens l'ont peut-être pas vu arriver comme ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire que Friedkin n'est pas un cinéaste qui, peut-être comme Carpenter ou De Palma dont on va parler, dont toute la filmographie est marquée par quelque chose d'indélébile, et il y a des œuvres extrêmement mineures, des œuvres de studio, des œuvres pour bouffer, des œuvres alimentaires, et il a fait 4-5 films où il a eu cette liberté d'exprimer sa colère. Et moi, il y a un truc, quand je te disais sur l'être humain, la condition humaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du mythe de Sisyphe trash et revisité chez Friedkin. C'est-à-dire, on voit ces pauvres êtres humains dominés par le système, dominés par la nature, dominés par les dogmes moraux, politiques, religieux, tout ce que tu veux, et qui rament, et qui se ramassent la gueule, et qui redescendent en bas, et qui recommencent. Parce qu'au final, c'est ça la condition humaine. Donc même quand on parle d'un film comme Traqué, qui est limite un script de Steven Seagal, mais tourné par William Friedkin, il ne peut pas s'empêcher d'y mettre ce rapport à la condition humaine par des références, par des sous-textes, des métaphores. Et voilà, il n'a pas pu le faire tout le temps, c'est malheureux, mais dans ces 3-4 films qu'il a fait dans les années 70, moi c'est ça qui me marque, c'est-à-dire on ne peut plus aujourd'hui, ou très difficilement, se faire produire par un studio pour dire regardez ce que c'est l'humanité. En réalité c'est ça, notre part sombre, notre part violente, elle est peut-être pas dominante, mais elle est aussi importante, et elle nous amène des fois à aller dans l'enfer, tout simplement. L'exorciste, c'est quoi ? C'est quand même une façon de dire d'entrée, le démon est là, et il a le visage d'une gamine. C'est littéralement ça dès le début du film. Et je pense que c'est en partie cette idée, qui n'est jamais dite, mais qui est intrinsèquement véhiculée dès le départ, qui fait que boum, t'es là, tu dis mais j'ai pas envie de voir ça. C'est comme Cruising, je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça. Et donc on t'amène dans du malsain, mais c'est pas du malsain pour du malsain, c'est pas moi je considère pas que c'est nihiliste non plus, c'est vraiment quelque part il y a une dimension existentialiste, il y a une dimension de se poser la question. On remake pas Le Salaire de la peur pour rien. Il y a du John Huston chez Friedkin, version trash. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et L'Exorciste, c'est trash, on peut le dire. Et si vous en avez le courage, eh bien ça se trouve en DVD, en VOD. On continue notre balade dans la filmographie de William Friedkin. In 1971, William Friedkin directed The French Connection. It received 5 Academy Awards, including Best Picture of the Year. In 1974, he directed The Exorcist. It made history. Since then, Friedkin has spent over 2 years in 5 countries, on 3 continents, creating his latest film, an unusual adventure into the realm of suspense. Voilà,
C'est un petit extrait de la bande-annonce de Sorcerer. On change de décennie, direction les glorieuses années 80, synthétiseur, veste en sky, t-shirt dans le pantalon, coupe de cheveux au-delà de la limite du raisonnable. Yannick Dahan d'ailleurs avait des cheveux, on était jeunes, on était beaux, on n'en avait rien à branler et William Friedkin mettait tout le monde à l'amende. Et avec le décoiffant ta gueule, police fédérale Los Angeles, confrontation pied au plancher entre un flic borderline joué par William Petersen qu'on retrouvera bien plus tard chez les experts Las Vegas et un dandy faussaire interprété par le redoutable William Dafoe. I'm gonna bag Rick Masters. We got a chance to make him on a hand-to-hand buy. You can't come up with the front money. You're not for real. You're not the first agents to get next to Masters. You're not wired, are you? Ça tabasse, mais c'est sans doute aussi dû à la musique de Wang Chung, et c'est quand même la new wave anglaise dans toute sa splendeur à l'époque. Notez par ailleurs que Friedkin compte transformer ce film Police fédérale Los Angeles en série télé dans un avenir proche, mais ce qui nous intéresse, c'est donc le regard qu'on peut porter sur tout ça 30 ans plus tard. Yannick, ne lève pas les yeux, c'est que je m'adresse à toi, non. Bah écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Exorciste, c'est-à-dire qu'il a eu ces trois grands énormes succès, et puis après ça a été extrêmement difficile. Police fédérale est arrivée, et je pense que Police fédérale, en fait, les gens qui suivent un petit peu Friedkin directement ont tout de suite tout vu dans le film, c'est-à-dire à la fois la peinture de Los Angeles qu'on n'avait jamais vraiment vu de la sorte, glauquissime, où tout est sale, où tout est crade, où les personnages sont absolument non identificateurs au possible. Cette fameuse, je me rappelle juste de ce dialogue de la nana qui disait les étoiles, c'est le visage de Dieu ou c'est les yeux de Dieu, quelque chose comme ça. Elle lui répond non, absolument pas. Direct, encore une fois, c'est en plus le film démarre sur quand même William Dafoe qui brûle une peinture. Je me rappelle de ça. Je l'ai pas vu depuis 10 ans. Faut pas m'en vouloir. Hein. Et si je me rappelle bien, il y a un incendie à la fin aussi. Un personnage qui essaye de s'enfuir de Los Angeles mais de ne pas y arriver fondamentalement. Donc il y a encore voilà, toute cette question de la condition humaine, mais que je trouve, d'après mes souvenirs, excusez-moi, mais j'avais l'impression que justement ce qui était marrant dans Police fédérale Los Angeles, c'est que pour une fois il n'était pas du tout dans cette logique docu qu'il pouvait y avoir, ou d'hyper-réalisme qu'il pouvait y avoir, c'était au contraire, pour une fois, je vais me foutre de la gueule des studios, je vais me foutre de la gueule d'une tendance. Peut-être parce que c'était le seul moyen d'arriver à me faire financer le film que j'avais envie de faire. Tu me diras si tu as plus d'infos là. Mais moi, j'ai ce souvenir-là. J'ai ce souvenir-là d'un film où je me disais, c'est marrant, il y a cette musique qui est limite... Wang Chung. Ouais, mais limite flic de Beverly, ce côté clinquant, tout ça, et des caricatures. À la limite, tu vois de l'extérieur des caricatures de personnages. Alors, le flic désabusé, le coéquipier qui est plus sérieux, patati patata. Enfin, tout ça qui gangrène de l'intérieur. Qui gangrène de l'intérieur pour offrir encore une fois une peinture de l'humanité darkissime avec cette fameux meurtre. Bon, on peut le spoiler, tout le monde a vu le film. Le fameux meurtre du coéquipier, je le dis. Non. Si, mais non, c'est pas le coéquipier. C'est pas le coéquipier, pardon. Et mais qui a été un choc. Voilà, non, mais voilà, je me rappelle mal. Donc tu vas laisser parler les autres, c'est mieux. Jimmy. Non, alors justement, moi, ce que je l'ai vu quand j'étais gamin, j'avais 9 ans, 10 ans, et c'était gros traumatisme, quoi, parce que tout le film, tu arrives quand même à comprendre que tu es dans un truc où, non, c'est pas de flic à Miami, c'est pas vraiment ça le truc, surtout que William Petersen, le personnage principal, il est juste insupportable, enfin, il est corrompu, il se comporte super mal avec les gens, enfin, on comprend même à cet âge-là que ça colle pas du tout, et bah oui, il se fait tuer à la fin, mais d'une façon, en plus, enfin, comme une merde, quoi, vraiment, il se prend une balle en pleine gueule pour une poursuite, quoi. Niqué totalement la fin du film. Les gens, ils avaient qu'à le voir avant. Mais non, mais en fait, le film ne vaut pas que pour ça. Bien sûr. Mais justement, ouais, c'est un truc où tu te dis, tu vois ça à cet âge-là, tu te dis, oui, tous les codes en fait peuvent être à ce point corrompus, comme les personnages le sont d'ailleurs. Et voilà, quoi, ça c'était un truc qui m'avait vraiment traumatisé. Après, c'est aussi, on peut aussi parler, c'est un film qui ouvre plein de portes parce qu'on peut aussi parler des fins alternatives, parce qu'en fait, dans les films de Friedkin, il y a quand même pas mal de scènes et de fins alternatives. Là, il y en a une qui est quand même, après, il faut voir le DVD, c'est en bonus, etc. La fin, elle est assez rocambolesque, la fin retournée. Celle-là, par contre, je ne la dévoile pas. Tu laisses la surprise, c'est gentil. Pas dans un chalet, c'est complètement ridicule. Et voilà, il y a ça, la BO, effectivement, comme on disait. Et puis en fait, le truc qui est bien aussi, qui m'intéresse, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait j'ai l'impression qu'il y avait presque une espèce de rivalité, pas de rivalité, mais peut-être elle était assez courte entre Friedkin et Michael Mann, parce qu'à la même année, ils sortent quasiment, en 85-86, ils sortent des films qui pourraient être signés par l'un ou par l'autre quasiment, parce que Police fédérale Los Angeles, c'est assez
il y a quelque chose de Michael Mann aussi dedans, et lui sort le Sixième Sens, Manhunter, qui finalement est pas si éloigné de certaines choses de Friedkin, qui est beaucoup plus pareil, crade et beaucoup plus tendu que ce qui sort d'habitude, quoi. Enfin, voilà, quoi, moi, c'est pour ça entre autres que ce film-là me passionne toujours quand j'arrive à le revoir, contrairement à Yannick, moi je le revois régulièrement. Oui, non, mais tu me donnes envie de le revoir. Il faut le revoir, très bien, c'est super. Arnaud. Ouais, non, pour moi, c'est le dernier grand chef-d'œuvre incontestable de Friedkin, quoi. C'est-à-dire, après, il y a éventuellement des bons films, après, mais pas des films de cette envergure-là, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est le dernier film où il est totalement en phase avec son époque. Et où il arrive donc à reprendre tout ce qu'il y a dans l'air, dans le zeitgeist, comme il aime bien le dire, l'esprit de l'époque. Voilà. Oui. C'est un terme qu'il aime beaucoup employer. Et qu'il arrive à le mettre à sa sauce et à proposer à l'arrivée quelque chose de différent. Parce que quand on regarde ce dont parlait Yannick tout à l'heure, l'esthétique documentaire des années 70, c'est ce qu'il a fait aussi, mais avec French Connection, avec Sorcerer, tout ça. Et il a pris ça et il a réussi à proposer un véritable objet de cinéma qui transcende la chose. Et là, c'est pareil avec Police Fédérale Los Angeles, parce que, par exemple, il reprend même des figures qui lui appartiennent, c'est-à-dire jusque-là, on n'en a pas encore parlé, mais jusqu'à Police Fédérale Los Angeles, la plus grande poursuite de bagnole du cinéma, c'était, tout le monde s'accordait à dire que c'était French Connection, oui. Qui est un sacré morceau de bravoure. Et il remet le couvert. Il remet le couvert avec une poursuite qui est formidable, donc il doit aussi beaucoup à Bud Smith, son monteur, mais qui est une poursuite en voiture, qui commence, si je me souviens bien, dans des petites ruelles exiguës, qui continue sur une voie ferrée, puis dans les canaux désaffectés, là, fluviaux là, de Los Angeles, où James Cameron fera aussi une scène de Terminator 2 plus tard. Et ça se termine sur une autoroute à contre-courant. Enfin, elle est hallucinante, cette scène, quoi, vraiment. Et elle est symbolique. Justement, elle est complètement symbolique du parcours des personnages. C'est une scène qui est de plus en plus désespérée dans l'action qu'elle montre, effectivement, dans la géographie de l'action qui est de plus en plus désespérée. Moi, je me rappelle la première fois où je l'ai vu aussi, où je me disais, mais jusqu'où ça va aller et comment ça va se finir, cette scène, quoi. Et donc, voilà, ouais, c'est un film qui est en prise réelle avec son époque et en concurrence avec elle, quoi. C'est-à-dire, c'est un cinéaste ballsy, quoi, comme on dit, Friedkin, qui n'a pas peur de mouiller la chemise et de monter au filet, d'essayer de faire mieux que ce que les autres font, quoi. C'est la dernière fois qu'il arrive à le faire, quoi. Je pense vraiment qu'il a explosé les standards de l'époque. Même si effectivement il y a Michael Mann, je pense pas que les films soient interchangeables, mais il y a clairement une parenté avec des films comme Le Solitaire ou Le Sixième Sens à cette époque-là. Et voilà, ouais, c'est parce qu'après effectivement les années 90, il produit des films beaucoup plus déroutants, beaucoup plus mineurs, pour pas dire mauvais, quoi, comme La Nurse. Et puis c'est les années où il va épouser Sheri Lansing, qui est une patronne de studio, et c'est quand même assez paradoxal pour quelqu'un qui a construit sa carrière, et notamment dans les années 70-80, dans une guerre totale et ouverte contre les studios, quoi. C'était où systématiquement il essayait de faire passer des trucs en contrebande, au forceps, tout ça. Et là, il se retrouve maqué avec la femme la plus puissante d'Hollywood, quoi, la patronne de Paramount. Donc je pense peut-être que ça tient peut-être à l'assagissement un petit peu de son cinéma, même si ponctuellement il y a eu encore des bons films, quelques trucs intéressants, quoi. C'était peut-être plus sauvage quand il était marié avec Jeanne Moreau. Police fédérale Los Angeles, To Live and Die in LA, il était vraiment marié avec Jeanne Moreau. On n'en a pas fait de meilleurs films. En fait, Ça se trouve aussi, Police fédérale à Los Angeles, en DVD et VOD, ça vaut vraiment le détour, vous l'aurez compris, même si Yannick et Lélo vous ont niqué la fin. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre. On reste dans et autour de la filmo de William Friedkin. Jimmy? Moi, il y en avait un que j'aimerais bien mettre, c'était pas du tout un film, mais un épisode de La 4e dimension qu'il a tourné, Nightcrawlers. Mais je vais tu vas le laisser. Comme j'en ai deux, je vais le péter la gueule sinon après. Bon. Non, mais sinon j'aurais voulu aujourd'hui, je trouve que dans les films de Jérémy Saunier, il y a un petit truc de Friedkin que qu'on retrouve. On peut citer quelques films de Jérémy Saunier. Ouais, Blue Ruin et Green Room qui est pas encore sorti mais qui va pas tarder. Et s'il trouve un distributeur, mais je crois qu'il l'a trouvé, je sais pas. Mais voilà, les deux films sont vraiment, et tu retrouves un peu ce côté perso justement qui sont ultra maltraités, qui descendent plus bas que tout, et environnement assez incroyable et tout. Enfin non, vraiment c'est assez proche, même si bon, ça reste quand même encore un peu soft, mais ça va venir, quoi. Arnaud, tu voulais parler de Nightcrawlers? Oui, donc Nightcrawlers. Je
crois que en français c'est La lumière des ténèbres, il me semble. C'est un épisode de la 4e dimension des années 80 qui avait été diffusé en France sous le titre La 5e dimension, parce que ça passait sur la chaîne 5, la 5, qui est une très mauvaise saison. Il y a vraiment beaucoup de déchets, quoi. Il y a pas mal de cinéastes comme Tommy Lee Wallace ou Wes Craven, mais leurs épisodes sont abominables. Et celui de Friedkin est très bon. C'est l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui débarque dans une sorte de diner où il y a un shérif qui le sent pas trop, quoi. Oui. Et donc il va leur raconter au fur et à mesure en fait qu'il a laissé ses potes au Vietnam, qui se sont tous fait tuer, mais qu'il le pourchasse dans ses cauchemars. Et en fin d'épisode, ils vont débarquer vraiment dans le diner, tout détruire et venir tuer le personnage principal. Donc c'est un truc assez étonnant qui relève à la fois où on retrouve toutes les thématiques de Friedkin, qui est super bien mise en scène comparé à tous les autres épisodes de la saison de la série, et où on retrouve aussi une imagerie digne des EC Comics des années 60 avec ces soldats morts-vivants qui débarquent à la fin dans le diner en cassant tout, en mettant le feu. Donc voilà, c'est un épisode vraiment étonnant. Ça fait partie des... Et puis ça montre aussi qu'il s'est manifesté récemment. Il voulait participer à la saison 2 de True Detective. Ça ne s'est pas fait. Mais ça montre l'intérêt qu'a toujours eu Friedkin pour la télé. Et voilà, c'est vraiment pour ceux qui ne l'ont pas vu. Moi, je voulais en parler parce que c'est assez méconnu dans sa filmo. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est facilement trouvable. Il existe un coffret DVD français. On peut le trouver légalement, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Et ça vaut vraiment le coup. Ça dure 20 minutes à peu près, c'est assez vite vu. Je confirme, parce que je l'ai regardé depuis que tu m'en as parlé. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Yannick moi, en reco, bon, évidemment, mon film préféré, ça reste Sorcerer, moi, de Friedkin. Donc, je vais pas parler de Sorcerer parce qu'il est ressorti. Si, les gens ont rattrapé. Mais non, je voudrais défendre ce petit film qu'on a un petit peu oublié, qui était The Hunted, traqué avec Tommy Lee Jones et Benicio del Toro, qui est, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment le script le plus con de la planète à la limite, parce que c'est vraiment celui d'un Steven Seagal. C'est genre un mec des forces spéciales qui devient fou et qui va s'enfermer dans la forêt comme Rambo et qui va être poursuivi par son ancien instructeur. Et ça a l'air con comme ça. C'est juste l'énorme différence entre tous les actionneurs et un grand cinéaste à leur tête. Il y a un truc qu'on ne dit pas souvent, ou qu'on n'a pas dit en tout cas sur Friedkin, c'est l'hallucinante adéquation qu'il y a toujours entre les thématiques qu'il veut développer dans ses films, l'idée qu'il veut faire, et puis le choix de la photo, le choix des décors, le choix des cadres, c'est toujours en symbiose. L'Exorciste était très monochrome pour de très bonnes raisons. Police fédérale de Los Angeles, très bling-bling pour d'autres raisons. Là aussi, on est dans le pur survival. Il revisite l'actionneur survival dans la forêt. C'est d'une brutalité, d'une viscéralité, et en même temps, il y a toujours ce parcours d'un personnage qui vrille, qui devient totalement fou. Moi, c'est un film que j'ai personnellement adoré, qui n'a pas été très très considéré, mais que j'intime les gens à qui j'intime de découvrir. Tu intimes, carrément, tu intimes. Bon, c'est toujours sympa. J'intime de le découvrir. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Sébastien Salis à la technique, à Pierre Chaffanjon pour les petits extraits, au Tank et au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, on continue notre série d'été avec une spéciale Tony Scott. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Christopher Lee, sur De Palma, sur Edgar Wright, et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, qui chante pas, vous allez l'entendre tout de suite. Salut, c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrypte et parfois trash la pop musique. Qui chante,